Bonsoir à tous, je me présente, donc, je suis Thomas Thibault, je suis cofondateur du collectif BAM, qui est un collectif et studio de design. On fait très rapidement, on fait du design assez global et stratégique, on accompagne plein de types de structures, on fait des projets voilà, pour ces structures, des fois pour nous-mêmes, pour le bien commun, etc. Et donc il y a deux sujets en fait qui nous passionnent, qui sont pour nous les deux grandes transitions à l'œuvre, qui sont celle de la révolution numérique et celle de la transition écologique. Donc la révolution numérique derrière c'est, enfin je vous apprends rien, mais c'est surtout caractérisé par l'apparition de l'électronique comme nouveau système technique dans l'histoire des techniques humaines et l'apparition d'Internet dans l'histoire des médias. Et la transition écologique, bon, on a assez parlé. Et donc aussi, on travaille également à leur convergence. Je reprends cette phrase de Jacques-François Marchandise, qui est directeur de la FING, qui dit en fait que la transition écologique connaît sa destination, mais ne sait pas comment y parvenir, alors que la révolution numérique fait un peu l'inverse. Elle transforme le monde au quotidien, mais ne poursuit pas d'objectifs collectifs particuliers. Et donc, ces deux transitions posent de grandes tensions, des risques, des opportunités, etc. Et donc, au regard un peu de ces transitions, c'est vrai que, Geoffrey en a un peu parlé, certains choix de conception ont mené un peu à des conséquences parfois, on va dire, inattendues sur nos environnements, notre empreinte, nos cerveaux, notre façon de faire société, etc. Et donc, ces choix, qui sont des choix parfois de design, ont été aussi vus comme des innovations à un moment et des fois, parfois avec plein de très bonne volonté. Bon, juste à droite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cimetières des vélos en libre service qui sont en Chine. Voilà, c'est les trottinettes que vous voyez ou les vélos, ça va là. Du coup, nous, en fait, en tant que citoyens déjà, et ensuite en tant que designer, on se pose un peu comme plein d'autres, comment éviter un peu au mieux ces impacts et ces conséquences un peu non désirées. Et qu'est-ce qui serait finalement un bon design aujourd'hui, et qu'est-ce que mieux designer, c'est en fait dans un monde en transition. Le problème déjà, c'est qu'il est difficile et parfois impossible de définir ce qui est bon ou mauvais. Voilà, sûrement que le vélo en libre service, il partait d'une bonne intention de réduire les voitures en Chine, que Facebook, ça permettait de rapprocher les peuples, etc. Et du coup, je me demande si c'est pas peut-être un peu naïf comme vision de se dire là, je vais vous faire un bon design, voici ce qui est préférable pour vous. Et donc, c'est un peu imposer sa valeur de ce qui est bon ou mauvais. Et donc, nous, on n'a pas très envie d'imposer nos valeurs de ce qui nous semble meilleur pour le monde. Et quand on continue un peu cette discussion, on arrive souvent à la question de l'éthique. Et donc, alors, il y a un peu un problème avec ce terme d'éthique, c'est qu'il est assez souvent confondu avec la notion de moralité. Et donc, en fait, c'est un terme qui est assez proche. En fait, la moralité se base vraiment sur ce qui est bon, mauvais, tandis que l'éthique, c'est plutôt la question en fait de se poser qu'est-ce qui est bon en fait. C'est plutôt l'éthique, c'est la question plutôt que finalement la réponse. C'est qu'est-ce que ça veut dire de bien agir pour soi et pour les autres. Et donc, comme je dis, ces mots sont mélangés, ça apporte de la confusion, etc. Et donc, voilà, donc on préfère, on n'aime pas trop utiliser ce mot parce que dans l'imaginaire, c'est assez confondu. Et on utilise du coup un peu d'autres mots, on parle de réflexivité du design, j'en parlerai après, c'est le fait de prendre sa pratique comme propre sujet de réflexion, par exemple. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous anime? Eh bien, nous, on a un peu choisi en fait plutôt que de dessiner les contours d'un monde idéal, un monde que nous souhaitons au collectif BAM, et donc imposer un peu sans dialogue ce qui est souhaitable ou non. On a essayé plutôt de créer des conditions pour qu'un monde ait la capacité d'être souhaité. Parce que en fait, il nous semble que les objets qui nous entourent, vraiment au sens large, ne nous laissent pas la possibilité de projeter quelque chose de meilleur. Et donc, pour dire autrement, on n'a pas trop envie d'être le designer qui
propose sa chaise avec sa vision du design, avec sa vision du monde aussi, puisqu'en fait le monde est complexe, il est changeant, comme disait Geoffrey aussi, du coup c'est un monde qui est non linéaire en fait, et donc plutôt que de proposer un monde souhaité, on va essayer de réfléchir à comment le design permet un monde souhaitable. Alors ces petites nuances en fait, c'est vraiment de travailler sur la capacité d'être souhaité. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut finalement pour permettre un monde souhaitable? Donc on fait l'hypothèse un peu de deux choses. Il y en a peut-être d'autres, on pourra discuter. La première chose, c'est qu'il faut le comprendre, ce monde, pour pouvoir le souhaiter. Donc c'est un peu comme si on ouvrait en fait le capot de notre voiture pour en voir un peu le moteur. Et aujourd'hui c'est important parce que il y a beaucoup de désinformation, j'en parlais après, mais voilà, il y a beaucoup de désinformation ou alors une asymétrie d'information entre certaines personnes, etc. Voilà, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'un Français sur 10 pense que la Terre est plate. Je trouve que c'est quand même un truc qui me choque un peu et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc première chose, comprendre le monde. Deuxième chose, c'est pouvoir le modifier. Pouvoir modifier ce monde, que nos environnements soient détournables, adaptables, transformables, etc. Bref, praticables. Sinon, à quoi ça sert juste de le comprendre? Et c'est donc là, c'est pouvoir intervenir, comme le fait ce charmant monsieur, sur le moteur de la voiture, avec des outils et des connaissances simples. Donc évidemment, c'est assez proche d'une philosophie un peu maker ou hacker qu'on retrouve chez plein d'autres designers. Et donc, si on regarde un peu l'évolution, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir les mêmes slides que Geoffrey et dire la même chose, mais voilà. Si on regarde un peu l'évolution, en fait, ça va plutôt à l'inverse de ça. Les technologies, les algorithmes, la miniaturisation des techniques, la démocratie, l'économie, ce qu'on mange, etc. C'est de plus en plus incompréhensible, ou en tout cas, c'est pas perceptible. Et voilà, par exemple, parmi tant d'autres, les assistants vocaux, quand ils nous répondent, on ne sait pas derrière ce qui les a amenés à répondre ça. Si je lui demande, donne-moi un restaurant dans lequel je peux aller autour de chez moi, il va me dire, bah, celui-là, tu peux y aller. Mais on ne sait pas derrière qu'il nous a mis dans des cases et que finalement, je vais aller dans le resto et je vais voir les mêmes personnes que d'habitude qui sont dans les mêmes cases. Il y a aussi je ne sais pas si vous aviez vu, ce Google Duplex, c'est cette intelligence artificielle qui prend rendez-vous à votre place auprès de, par exemple, c'était un coiffeur, et que la personne ne savait pas qu'elle avait affaire à une intelligence artificielle au téléphone. Et que du coup, Google a été obligé de dire que l'intelligence artificielle s'annonce comme artificielle en début de conversation. Mais ça, on ne sait pas. Et du côté un peu écologie, c'est aussi un problème parce que en fait, les changements et les processus écologiques en fait, on ne les perçoit pas d'un coup, ça se perçoit sur la durée. En fait, c'est rare qu'on se lève le matin et qu'on regarde sa pelouse et qu'on voit qu'il y a 2,5% cette année d'insectes en moins et que dans 100 ans, il n'y en aura plus, qui est véridique. Et que du coup, c'est sûrement dû à ma consommation de nourriture parce que j'utilise peut-être des choses qui favorisent l'agriculture intensive, etc. Et alors là, c'est pas forcément pour culpabiliser, mais juste d'avoir un feedback en fait sur les impacts, les causes, etc. sur nos environnements. Et alors j'ai noté un peu d'autres exemples aussi sur le fait que les écrans publicitaires qui sont allumés 24/24 consomment autant que 3 foyers. Il y a plein de choses comme ça. Et donc et aussi il y a cette non-perceptibilité de nos environnements nous empêche de comprendre les mécanismes. Et des fois, c'est une fausse perceptibilité. Par exemple, elle ne se passe pas que dans le design, aussi, elle se pense aussi dans les choix des mots. Par exemple, quand on dit le cloud ou ce qui est smart, en fait, ça crée un peu des métaphores trompeuses en disant le cloud, ça va dans le nuage, alors que c'est juste l'ordinateur quelqu'un d'autre. C'est smart, c'est intelligent, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Du coup, des fois, il y a des mauvaises métaphores. Du côté un peu de la question de pratiquer, détourner le monde aussi, il nous semble que c'est aussi un peu l'inverse. On va de plus en plus à la simplicité des échanges, des fonctions. On réduit de plus en plus les possibilités de réglage, de détournement, parfois de réparation, pour des raisons de garantie, pour plein de trucs, etc. Et voilà, et même s'il y a il y a des initiatives qui commencent à nous montrer, à rendre perceptibles certaines choses, comme Apple qui montre le temps qu'on a passé sur des applications à gauche.
En fait, il ne propose pas de pratiquer, enfin de modifier ce qui a créé de l'addiction. Par exemple, il ne nous propose pas d'enlever certaines notifications, de passer en noir et blanc toutes les applications, etc. Et il nous propose juste de nous faire culpabiliser il reporte sa responsabilité sur c'est vous, c'est de votre faute parce que vous avez passé trop de temps, regardez. Et quand on nous propose de régler, génial, déjà c'est sur le coup de la régulation type le RGPD, on finit par passer des heures en fait à tout décocher. Voilà. Enfin, ça c'est vraiment un truc aussi véridique. Voilà, merci le paramétrage. J'avais mis un petit site, mais je sais pas si j'avais... Ah non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'était un petit site où c'est « Click here to save the world » et vous cliquez et le monde est sauvé. Bon, c'est pas grave. Ça marche. Et donc, il y a un petit paradoxe. Qui se fait en fait sur la simplicité que je trouve assez challengeante. C'est que voilà, la simplicité, c'est un peu vu comme le sacre du design, des interfaces simples, etc. Mais il faut aussi le prendre avec des pincettes. Et j'aime bien cette phrase de Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction français, qui écrit c'est dans La zone du dehors. Il n'y a pas de sainte simplicité. Toute simplicité est suspecte. Vouloir simplifier nos relations au monde, nos relations aux autres, c'est la volonté du malade, de celui qui peut plus, qui abdique sa force. Et en fait, c'est vrai que, on ne veut pas plus de paramètres. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on ne veut pas plus de paramètres, mais en même temps, de réduire le nombre de paramètres. Je vous invite aussi à voir la conférence de Jeremy Zinerman, l'interview de Jeremy Zinerman, qui est un des fondateurs de la Quadrature du Net, sur Thinkerview, qui parle aussi des dangers du user-friendly. En fait, c'est le fait d'avoir seulement un bouton pour enlever des paramètres. Finalement, on enlève la possibilité de changer la façon d'utiliser ces applications, changer la façon dont ils captent nos données, etc. etc. Et du coup, ça, c'est un vrai challenge pour le design et une vraie question, comment on fait en sorte de rendre les choses plus compréhensibles, plus praticables, sans passer plus de temps et que ça, voilà. Et donc, nous, ce qu'on a choisi, en fait, il y a 2 axes pour faire ça. On essaye donc de faire désolé pour les mots barbares, on a trouvé que ça, design perceptible. Donc en fait, la perceptibilité, c'est la capacité d'un objet à être perçu par nos sens perceptifs et à en faire une connaissance. En gros, c'est de rendre un peu tout ce qui est caché visible, tout ce qui est complexe compréhensible, etc. Et en fait, ces objets perceptibles montrent aussi que leurs choix de conception sont lisibles, clairs, etc. Et ils présentent en gros ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils font, etc. Et du coup, j'ai juste 2 exemples. Donc, le premier, c'est pas du tout Collective One, c'est Coralie Gourguechon qui a fait des petits jeux en fait sur le. Vous m'entendez bien? En fait, j'ai l'impression que. Qui a fait des petits jeux pour expliquer un peu l'électronique. C'est genre où on vient plier en fait des zones du papier et, pour expliquer un peu ce que les circuits électroniques. Et à droite, c'est un truc qu'on a fait, c'est une histoire et un objet pour expliquer la technologie blockchain. Je ne vais pas vous le faire là, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la technologie qui est derrière les bitcoins, qui est une technologie très complexe, tout le monde dit que c'est un peu transformateur ou quoi. Et on a essayé de faire un objet en utilisant la métaphore, la personnalisation, l'objet physique, pour expliquer les principes de base et susciter un peu les questions sur les risques et opportunités de cette technologie. Autre forme de design perceptible, c'est créer de la data visualisation par exemple. C'est-à-dire à partir de plein de données ou d'études super complexes, comment on arrive à créer de l'information super rapidement. Ou alors à droite, donc ça c'est pas nous, c'est Orange qui a fait une data vis physique pour montrer le temps que vous passez. C'est à partir des données géolocalisation, le temps que vous passez à certains endroits. Donc les pics, en fait, c'est chez vous ou sur votre travail. J'ai mis aussi ça. Ça, c'est en fait, je trouve intéressant aussi, c'est James Auger, qui est un designer. Et ils ont fait en fait une petite machine en fait, à Madère où il y a des falaises immenses.
en fait, c'est une pile à gravité, c'est-à-dire que vous montez au début la grosse bonbonne d'eau, et en fait, en descendant, ça actionne un moteur qui permet de faire de l'électricité, etc. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'on perçoit un peu la consommation qu'on a, puisqu'en fait, si on branche une bouilloire dessus, la bonbonne d'eau va descendre extrêmement vite. Et du coup, il y a une perceptibilité sur ça, alors qu'aujourd'hui, on branche et c'est tout. Voilà. Et donc la perceptivité, une autre chose, elle passe aussi à travers, on appelle ça des boucles perceptives. Donc ça, c'est plutôt dans le jeu vidéo. En fait, c'est la question du feedback. En fait, on va faire une action, on va avoir un feedback, que ce soit une vibration, une perte de points, un son, etc. Et je trouve ça dans la mécanique de jeu vidéo pour comprendre les règles qui régissent ce jeu vidéo. C'est super intéressant et on pourrait aussi l'utiliser, pourquoi pas, pour adapter notre modèle mental de notre environnement. Un exemple du coup qu'on a fait qui est un projet qui n'a jamais vraiment abouti, mais qu'on avait commencé avec la CNIL, c'était en fait un projet de faire croire à Internet qu'on est une autre personne. Et du coup, en cliquant sur certaines personnalités, on va dire par exemple Captain Tricot, l'application allait loader plein de pages, par exemple de recherche d'escaliers mécaniques, de dentiers, d'assurance vieillesse, etc. Et en fait, on allait avoir, je n'ai pas l'image là, mais une visualisation des cookies. Évidemment, on voyait aussi les pubs qui apparaissaient. Et donc, on perçoit un peu la mécanique derrière. Ah tiens, j'ai ouvert la page d'escalier mécanique sur Cdiscount ou j'en sais rien. Et je retrouve sur Facebook. Ça veut dire que l'un a vendu des données à l'autre. Une autre chose aussi, donc ça c'est un projet, c'était une peluche pour enfants programmable et qui était connectée, alors pas connectée à Internet pour privilégier les données, mais connectée juste en Bluetooth. Et l'idée c'était que cette peluche permette d'apprendre aussi ce que c'est le numérique. Et en fait là, on a essayé de designer autant l'intérieur que l'extérieur. Alors, sur cette image, le projet n'était pas complètement terminé, mais en fait, en démontant l'objet, par exemple, donc la partie du milieu, c'est le coussin avec l'électronique qu'on extrait en fait pour laver la partie à droite. Et en fait, il y a toute une histoire je vous la fais pas ici, mais de Bluedoo, qui est en fait le personnage communique en Bluedoo avec d'autres petits personnages. Et en fait, quand on enlève l'intérieur, on se rend compte qu'il y a un autre niveau de lecture qui est avec une autre difficulté de compréhension. On comprend qu'en fait, les points en fait, de couleur sont connectés à une zone au milieu. Et en fait, la zone au milieu, c'était la mamie Ada, elle s'appelait, en référence à Ada Lovelace, et ainsi de suite. Et en fait, quand on démontait l'objet, on trouvait la petite carte électronique à gauche. Et sur la carte électronique était gravé en fait, ici en fait c'est ce qui me permet de communiquer, ici c'est ce qui me permet, c'est ma batterie, etc. en pointant les différents composants en fait de la carte électronique. Mais ça se fait pas d'un coup, c'est au fur et à mesure que tu grandis et que tu commences à démonter tes objets, etc. Et donc, le deuxième axe, c'est créer un design praticable. Donc, en fait, je vais lire cette phrase. Créer des objets praticables, c'est offrir des possibilités de réglage de nos environnements plutôt qu'imposer un mode automatique. Et donc, l'idée, c'est donc de permettre au monde qu'on puisse le pratiquer. Je prends juste un peu cette anecdote que j'ai vue aussi il n'y a pas longtemps, qui est une forme de praticabilité du monde, où il y a un maire qui a mis un feu rouge un peu improbable à l'entrée de sa ville pour déjouer les algorithmes de Waze qui faisaient passer tout le monde dans son village alors qu'ils étaient très 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 tranquilles au début. Et donc je trouve ça intéressant en fait de détourner et des choses. En fait, il a demandé à Waze, etc. Mais même les gens de Waze ne pouvaient pas modifier l'algorithme. Et on se rend compte que même les gens de Waze ne peuvent pas pratiquer leur propre objet. Et du coup, il y a une sorte de détournement qui était intéressante. Et du coup, ce que j'aime bien aussi, pour revenir un peu à la notion de jeu, c'est comment on peut laisser du jeu dans les projets, dans le sens du jeu au sens jouer, mais aussi au sens mécanique, comme le jeu mécanique, comme le jeu qui est entre des pièces assemblées un peu imparfaitement. C'est-à-dire comment on laisse un peu du jeu pour que des personnes interagissent avec le design de votre objet. Pas seulement juste avec l'interface, mais vraiment avec le design de votre objet et puisse modifier en fait certaines choses et trouver de nouvelles fonctions peut-être que vous n'avez pas trouvées
vous n'avez pas donné en fait, au début. Évidemment, donc, le design praticable, comme le design perceptible, c'est de dire il permet de pratiquer le monde, mais il se laisse aussi pratiquer. C'est-à-dire que le design même est praticable. Par exemple, alors ça passe par plein de choses. Ça peut passer par des choix de forme ou d'assemblage qui permettent une modification facile avec très peu de connaissances, très peu d'outils, avec juste des outils qu'on trouve à la maison, etc. Il n'y a pas besoin d'injection plastique, etc. Mais cette praticabilité, elle passe à travers aussi plein de choses. Par exemple, de mettre en ligne des fichiers qui soient partageables, open source. Voilà, faut qu'on puisse ouvrir par des logiciels que tout le monde peut télécharger, qu'on puisse mettre aussi ce design sur des plateformes accessibles ou avec des licences aussi qui permettent le remix, le partage, etc. Ici, c'est juste un exemple à droite, un remix d'un projet qu'on a fait ici, qui est en fait c'est juste un bar à Sydney qui a récupéré en fait notre truc sur la plateforme Thingiverse, qui est une plateforme de partage de fichiers 3D, et qui l'a adapté en fait au pot en fait là-bas. Évidemment, du coup, les notions de perceptible et praticable vont souvent ensemble. Par exemple, du coup, là, à droite, c'est une cuisine qu'on avait fait alternative, mais elle est à la fois donc praticable parce qu'on peut, elle a été faite pour qu'on puisse la modifier très simplement, mais elle est perceptible parce qu'on va identifier très simplement les éléments qui ont été utilisés et on va pouvoir aller le chercher dans les magasins de bricolage, etc. Voilà. Et juste c'est un meuble de bioponie, un meuble de conservation des aliments non électriques et un meuble de transformation des aliments. Mais voilà, on peut voir que, alors là on ne voit pas sur la photo, mais la roue d'inertie en fait c'est une haltère qu'on va aller chercher à Decathlon, etc. Et juste en regardant, on comprend sa fonction parce qu'une haltère c'est lourd et du coup il faut quelque chose de lourd. Et si je trouvais quelque chose de lourd comme une haltère, ça marcherait aussi. Et à gauche, pour moi c'est ça un peu aussi le design. Donc ça c'est Afat qui a créé la Wafat, c'est un Togolais qui a créé une imprimante à partir de déchets d'ordinateur, une imprimante 3D. Et du coup, enfin, on perçoit très très vite en fait tous les éléments, comment ils fonctionnent, etc. Et elle est praticable parce qu'on peut aller les chercher n'importe où. Pareil, un autre projet qu'on aime bien pour expliquer, c'est le Fairphone, qui est à la fois donc perceptible parce que la coque souvent est transparente, on voit les éléments, on peut aller voir où sont sourcés en fait les minerais, s'ils ne sont pas sourcés dans des zones de guerre, etc. Mais il est praticable aussi parce qu'on peut changer certains des éléments, choisir un capteur à seulement 10 millions de pixels, un autre à 12, etc. Et donc, un des autres enjeux, si on fait un peu la mise en abîme, c'est essayer de rendre la pratique même du design perceptible et praticable. Alors ça, c'est pas évident aussi, enfin, il n'y a rien qui est évident d'ailleurs. Mais voilà, des choses qu'on essaie de faire, c'est par exemple de créer des projets, des objets, des outils, des processus pour essayer de laisser les gens designer et jouer avec nous. Alors ça, c'est juste un jeu de cartes qui permet d'imaginer des projets les plus polluants possibles, les plus insécuritaires possibles, qui captent vos données. Voilà. C'est à l'inverse, mais ça permet de mettre les gens dans la posture de designer. Aussi, on crée un peu plein d'outils pour jouer avec nous et on dessine ensemble des règles. Par exemple, ça c'est un genre de post-it 3D pour mapper un peu des idées, mais on n'a pas mis une méthodologie dessus. C'est genre, comme le post-it, vous en faites ce que vous voulez et c'est drôle parce qu'on laisse les gens faire et ils inventent des règles pas possibles, donc c'est trop bien. Et du coup, ça leur apprend aussi qu'il n'y a pas de méthodologie en design. Enfin, il faut être méthodique, mais il n'y a pas une méthodologie. Et de montrer aussi que de les faire jouer avec nous et dire bah, là, on ne sait pas la méthodologie qu'on va appliquer. On a juste des outils, on a juste des choses et on va décider ensemble des règles. Un peu un autre truc sur la notion de perceptibilité. Ça, c'est le VRAP, c'est un truc qu'on a fait, ça s'appelle, c'est l'acronyme de vision, relation, action, perception. C'est un genre de schéma théorique qu'on fait en début de projet pour réaliser des brief design en partant de la vision. En fait, on va mettre le projet au centre et on va partir de la vision en disant bah, pourquoi tu fais ça,
pourquoi tu fais ce projet, quel impact tu vas avoir, et de là en fait va découler tout le reste, va découler quels sont les acteurs avec lesquels tu vas travailler, quelle expérience tu veux faire, par quel processus, quelle fonction, quel signifiant, quel signe, etc. tu veux créer, quelle perception de ton projet. Et donc ça nous permet, donc c'est un schéma pour faire un peu cohérence dans un projet, mais ça nous permet de dialoguer en fait avec ces personnes et d'établir un peu aussi des fondations en disant bah ça c'est vraiment les fondations du projet, et les fondations du projet elles commencent par la vision et la valeur. Et du coup tous les choix que je vais faire, par exemple, je sais pas, ma valeur c'est justement sur l'écologie, réduire l'impact carbone ou je sais pas quoi, et qu'à la fin tu lui fais en perception du coup à la fin des images qui sont en ASCII, comme le Tech Magazine tu parlais tout à l'heure, donc qui sont de très bas, enfin qui pèsent pas beaucoup de poids, et qui dit ouais c'est moche, etc. Bah ouais, mais c'est en lien avec ta vision et ta valeur, et du coup d'expliquer la raison des choix de design. Et donc ça nous permet aussi d'expliquer aussi le design. Et donc un peu dans ce souci de compréhension de la pratique, on pense aussi que ça passe par des objets, on appelle ça des objets intermédiaires, c'est tous ces objets qui font médiation en fait au sein d'un projet entre toi, le client, tous les acteurs d'un projet, et ça passe même avant le projet, par exemple au moment de faire un devis, un contrat, une facture, etc. Et ça fait longtemps qu'on y pense, et il y a sûrement beaucoup mieux à faire, mais on essaye de designer en gros nos devis pour faire comprendre à nos clients qu'est-ce que c'est le design. Et du coup on essaie de détailler énormément les étapes. On essaie de dire bah, telle étape c'est toi qui travailles, telle étape c'est nous deux, telle étape c'est juste moi. Et ensuite il y a à droite par exemple s'il y a un peu un glossaire, un peu genre ici on va utiliser un mood board, du coup je mets une petite définition de ce que c'est un mood board. Et après, je mets des couleurs qui me permettent de dire tel livrable, il est telle couleur parce qu'il correspond à telle étape et il correspond à telle facture. Et du coup, c'est important aussi pour accompagner et expliquer un peu ça, faire des contrats perceptibles. Et donc, je vais un peu plus loin, mais en fait, il y a un mouvement qui se crée un peu, qui vient de Finlande, il me semble, qui est le legal design. En fait, c'est des gens du droit qui se sont dit tiens, si on utilisait le design pour essayer de faire comprendre le droit, notre métier, des avocats. Et donc, je présentais juste ça. Ça, c'est pas nous, hein, c'est un exemple de legal design. C'est un contrat qui a été fait pour des illettrés, des agriculteurs illettrés, et qui fait office de contrat, mais il n'y a pas de texte, quoi. Il est compréhensible juste en regardant les images, en quoi tu t'engages. Et aussi, donc c'est important d'essayer d'écrire un peu ce que c'est le design d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain, aux côtés du grand public. Et du coup, les choses qu'on a commencé à faire, c'est d'organiser des sessions de documentation sur Wikipédia. Alors là, vous avez en avant-première les prochaines dates à Lille. Mais voilà, en fait, d'essayer de se dire, le design, c'est super mal documenté. Et puis c'est un peu le design aussi à la papa, on va dire. Il n'y a que du mobilier, il n'y a que des hommes. Enfin, ça c'est dans tout Wikipédia, il n'y a que 15% de biographies de femmes. Et du coup, on essaye de se dire, essayons de documenter un peu la pluralité du design aussi. Et c'est important pour augmenter le marché aussi du design et pour que les gens comprennent en fait ce que c'est. Et évidemment, de faire un peu tous ces objets intermédiaires, c'est important pas pour juste être, comme vous l'avez vu, les outils, les jeux de cartes, etc. C'est pas important juste pour être collaboratif ou faire du design thinking, etc. C'est bien aussi de faire des choses tout seul, c'est bien de faire des choses à plusieurs à certains moments. Bizarre cette phrase. Mais en fait, de les inclure dans le processus du design, c'est aussi important pour les mettre à la place des designers et identifier les choix de conception, leurs intentions, et un peu aussi se prémunir de certains choix de conception. C'est se mettre dans la peau du designer et se dire, en fait, le designer, il peut aussi nous manipuler, il peut aussi nous orienter, etc. Et donc, c'est aussi leur dire, regarde, c'est important en fait de faire ça. Et j'ai mis cette petite phrase, en fait, c'est est-ce que aussi je pense qu'on est un peu designer ou designé, pour reprendre la phrase de Douglas Roscoff qui dit programmer ou être programmé. Et est-ce que vous laissez les gens être des designers ou est-ce qu'ils vont être finalement designés? Et on le voit avec les applications, les principes d'addiction, etc.
Une belle saille blanche. Pour dire que, voilà, en fait, il est aussi facile de mettre la responsabilité sur les designers ou les développeurs qui font des choix, qui utilisent parfois nos biais cognitifs, etc. Mais voilà, mais vouloir un peu, vouloir un peu un meilleur design, c'est pas forcément pouvoir. Et voilà, et donc changer la façon de faire faire design ne changera pas grand-chose s'il n'y a pas un changement aussi en profondeur de notre façon d'entreprendre, de faire économie, de faire commerce, etc. Et de re-questionner le système. Parce que voilà, c'est facile de dire ça, mais quand on est salarié aussi dans une entreprise, etc., des fois de vouloir faire un truc mieux designé, c'est compliqué parce que le système a créé aussi des entreprises qui sont un peu réticents à ça. Et du coup, il faut créer aussi des lois, des décrets, des syndicats, etc. Et donc, en tant que designer, l'idée, c'est aussi, on essaie de se dire de ne pas juste regarder que les choix de conception pour travailler de façon éthique, parce que c'est un peu regarder qu'au bout de son nez, quoi. Mais c'est aussi de regarder la façon dont on commerce, dont on travaille en tant qu'entrepreneur, ou en tant que salarié. Et du coup, là, je vous fais part vraiment un peu modestement de quelques petites idées qui nous sont venues à l'esprit. Par exemple, ça, c'est à chaque fois qu'on envoie une facture ou un devis, on envoie cette petite annexe qui explique en fait que sur le prix de votre prestation, quel que soit le prix de votre prestation, donc il y a toujours 80% qui va au fonctionnement, mais il y a aussi 20% qui va à recherche de solutions bénéfiques pour tous. Et donc dans ces 20%, en fait, on a par exemple 6% qui sont des projets non lucratifs du collectif BAM qu'on mène nous. Donc on va passer du temps en fait, à faire des projets comme le projet de Wikipédia. On va passer 3% sur de la documentation libre, par exemple en se disant on va passer du temps à documenter les projets et faire en sorte que les gens puissent pratiquer les projets, se les approprier avec des modes d'emploi, etc. Ou encore 2%, donc comme fait Geoffrey, à financer des actions de bien commun parce qu'on ne peut pas tout faire nous et qu'il y a des gens qui le font très bien. Du coup, on va financer l'EFF, tu en as parlé, et la Quadrature, ou des, voilà, qui ressemblent, qui sont en lien avec nos valeurs. Donc voilà, et du coup en le mettant aussi, c'est aussi de dire, c'est presque un atout commercial aussi, c'est de dire, voilà, à quoi vous vous engagez aussi, enfin, voilà à quoi, ce que finance en fait votre prestation. Et de l'expliquer ouvertement, en fait, c'est ça, on le faisait déjà avant, c'est juste que maintenant on l'explicite. Alors ça, c'est un truc super personnel, mais je vous le montre. C'est un voilà, enfin, j'ai utilisé des outils de visualisation pour essayer de me dire quel projet je prends ou je ne prends pas. Du coup, j'ai fait un radar chart un peu personnel où j'ai mis des critères en me disant, comme disait Geoffrey, genre à quoi vous tenez. Je les ai écrits sur des critères. Alors moi, voilà, je me livre, mais il y a la question par exemple de connaissance et d'enrichissement du projet, l'importance sur le monde, le plaisir et le fun avec les gens. Est-ce que c'est beaucoup d'énergie pour expliquer ce que c'est le design, etc. Parce que voilà, des fois c'est un peu chiant. Et est-ce que ça fait longtemps que j'ai fait ça? Et du coup, ça me permet de comparer les projets, les gens, etc. Et donc ça, en fait, donc ça c'est personnellement, mais maintenant on le fait aussi au collectif BAM, où en fait on le fait aussi pour voir si on travaille sur des projets. Alors évidemment les critères ne seront pas les mêmes si c'est une entreprise, suivant les types de personnes. Il y a des, il y a des personnes qui l'intérêt de cette catégorie, de structure, c'est qu'ils ont un réseau immense. Du coup, ça peut être une catégorie, etc. Et du coup, l'idée où certaines personnes, en fait, certaines structures sont experts dans un sujet, et un des critères, ça va être l'apport de connaissances. Et du coup, voilà, en fait, c'est de mettre un peu tous ces critères, ça nous permet de choisir, et puis peut-être aussi de voir que certains nous apportent que de l'argent, alors ils ont intérêt à nous apporter beaucoup d'argent, ou alors on ne le fait pas. Il y en a où ça nous arrive vraiment de ne pas le faire parce que ça ne nous apporte rien, et des fois c'est difficile de visualiser ça, donc voilà, c'est des petits tips. Bon, donc évidemment, il y a plein de choses à faire, on pourra en discuter. Nous, on essaye un peu aussi
toujours de rester un peu en mode pratique et de faire des ateliers. On a fait des ateliers de design libre, essayer de voir comment on peut pratiquer un design plus libre et plus ouvert, parce que c'est facile à dire, mais à faire au quotidien, c'est compliqué. Enfin voilà, il faut qu'on paye son loyer. Et voilà, on a fait, je vous inviterai à regarder, on a fait un petit article avec plein de pistes là-dessus. Et pour finir, pour permettre tout ça, j'en parlais au début, on essaye de dire qu'il faut garder une réflexivité de sa profession. Et donc cette pratique réflexive, c'est questionner ces méthodes et outils qui font où on fait notre pratique. Et donc de prendre du recul un peu sur la façon de travailler, malgré un peu les projets qui s'enchaînent, la tête dans le guidon, etc. Le stress de payer le loyer. Et donc, mais ça, enfin, pour nous, c'est primordial, mais évidemment, c'est difficile. Il faut essayer de lutter contre un peu l'automatisme et la routine des choix. Genre, j'ai un projet, je fais toujours comme ça, j'utilise toujours telle méthode, toujours tel logiciel, et finalement, je fais toujours la même chose aussi. Donc, il faut essayer de rompre cet automatisme. Nous, on essaye des fois, c'est difficile, mais de faire des retraites, par exemple. Pendant une semaine, on va prendre du recul, on va faire plus de projets et on va voir ce qu'on fait. On peut aussi documenter sa pratique, c'est un moyen aussi de prendre du recul. Par exemple, le fait de documenter sur notre site internet, par exemple, des projets. Alors des fois, c'est très designer et on nous a dit que c'est un peu trop technique, mais du coup, c'est pas du tout perceptible notre site internet. Mais au moins, ça nous permet de prendre du recul sur comment on a fait, de faire un retour sur la manière dont on a fait le projet. Etc., etc. Donc là, en fait, j'ai pas vraiment de conclusion parce qu'il n'y a pas vraiment à conclure, plutôt à ouvrir. Moi, ça m'intéresserait aussi de savoir un peu vos pratiques, vos idées, vos expériences. Il y a sûrement plein de choses à faire. On a quelques briques par-ci, par-là. Et donc voilà. Et puis, je serais ravi aussi de discuter des difficultés aussi qu'on a en pratiquant le design. Comment vous faites, etc. Merci.